Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il est depuis peu le nouveau porte-parole du parti de la majorité présidentielle. Loïc Signor est l'invité du grand JT d'éducation. On lui posera toutes les questions dans quelques minutes. Il vaut mieux prévenir que guérir. L'adage correspond bien à la mission de l'association En Avant Toutes, qui fait de la prévention à l'école contre les violences sexistes et sexuelles. On en parle en deuxième partie d'émission. Enfin, comme chaque lundi, Loïc Landreau reviendra dans le passé pour nous raconter les meilleures anecdotes en lien avec l'école. Aujourd'hui, il revient sur l'histoire de l'école. Loïc Landreau, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Pape Ndiaye l'avait promis, le premier bilan mensuel sur la laïcité à l'école a été dévoilé. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite en effet scruter et mesurer les atteintes de plus en plus nombreuses à la laïcité qui ont été dénoncées ces derniers mois. Et voici ce qu'il ressort de ce premier baromètre. 51% des faits ont eu lieu dans les lycées, 36% dans les collèges et 13% dans l'enseignement primaire. 82% de ces incidents sont le fait d'élèves, le reste se partageant entre personnel éducatif, parents d'élèves et individus extérieurs à l'établissement. Et concernant les manifestations concrètes de ces atteintes à la laïcité, 54% concernent le port de signes et de tenues considérées religieuses et 8% sont des suspicions de prosélytisme. Le document est en accès libre sur le site du ministère de l'Éducation. L'école face au respect de la laïcité, mais aussi face à l'éducation bienveillante. Oh oui, et elle est dans l'air du temps, cette éducation bienveillante basée, je le rappelle, sur l'empathie et le respect de l'enfant. On en parle beaucoup sur ce plateau. Et au cours de ce mois d'octobre, le Conseil de l'Europe a remis en question le time-out. C'est cette mise à l'écart de l'enfant lorsque la situation s'envenime, le fameux file dans ta chambre. Si bien que 350 spécialistes de l'enfance ont pris la parole dans une longue tribune publiée dans le Figaro vendredi. Ils promeuvent davantage un modèle d'éducation qui conjugue empathie et sévérité. Et ils alertent sur les dangers de cette éducation exclusivement positive qui a donc des répercussions concrètes sur les enfants à l'école. Et ce sera d'ailleurs le sujet de notre question du jour demain sur ce plateau. Soyez bien avec nous, ça va être encore une fois passionnant. Oui, effectivement, on recevra pour en parler Patrice Huer, qui est pédopsychiatre, et Lénaïque Stephens, qui est psychologue pour enfants. Alors, direction Lyon maintenant, pour découvrir la triste histoire d'une AESH qui risque de finir à la rue. Elle s'appelle Marie et depuis 2013, elle est accompagnante d'enfants en situation de handicap dans une école lyonnaise. 26 heures par mois pour 800 €. 26 heures par semaine. 26 heures par semaine, effectivement, pour 800 € par mois. Avec 2 enfants à charge et l'inflation, aujourd'hui, elle ne s'en sort plus. Elle a tenté maintes fois d'écrire à différents élus, députés, ainsi qu'au ministère de l'Éducation nationale, mais sans réponse pour le moment. Elle dénonce notamment de grandes disparités de traitement entre les différentes AESH en raison des primes et autres avantages auxquels elle n'a pas le droit. Elle exige un salaire temps plein pour tous les AESH et une augmentation de leur grille indiciaire, peu importe l'expérience. Oui, on espère qu'elles seront enfin entendues. Ce problème des AESH qui revient depuis de longs mois maintenant. Pour terminer, on reste à Lyon, mais avec une idée de sortie pour petits et grands. À l'occasion du centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon, la sucrière de Lyon propose une magnifique exposition sur ce pharaon qui est, c'est vrai, la star des programmes de 6e. C'est jusqu'au 24 avril prochain. Vous pourrez y découvrir de nombreux trésors prêtés par les ateliers du musée du Caire et des décors grandioses qui ont été reconstitués avec les techniques de l'époque, c'est-à-dire d'il y a 33 siècles. À savoir que, comme beaucoup et quasiment d'ailleurs toutes les expositions, il y a un tarif pour les scolaires. Merci beaucoup. Merci. Loïc. Il est le porte-parole du parti Renaissance. Loïc Signor est l'invité du Grand JT. C'est maintenant. Et je suis ravie d'accueillir Loïc Signor en plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du parti Renaissance. Je rappelle que c'est le parti d'Emmanuel Macron. Il y a encore quelques mois, vous étiez à ma place, ici. La frontière est finalement assez mince entre journalistes et celui d'un politique, ou en tout cas journaliste politique et celui d'un politique, ou pas? La frontière est assez mince dans le sens où je suivais la politique, je suivais Emmanuel Macron. Je sais que c'est peut-être pour certains l'occasion de me faire le reproche d'une certaine connivence, d'une certaine proximité avec le président de la République, ses équipes, la majorité dans son ensemble. Je crois qu'il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet et j'invite encore une fois chacun qui peut se poser légitimement la question à regarder mon travail, notamment les conférences de presse. Je crois que j'en ai suivi plus de 200 d'Emmanuel Macron en 5 ans et regarder mon travail tel qu'il était et de se dire, le journaliste fait son travail de journaliste et il laisse ses convictions au placard. Puis à un moment donné, il peut avoir envie de changer.
changer de métier, de changer de façon de voir les choses et d'exercer aussi son rôle démocratique, parce que le journaliste a un rôle démocratique, il faut le préciser, c'est un contre-pouvoir. Le politique joue un autre rôle, évidemment, c'est celui que j'ai décidé d'endosser aujourd'hui. La frontière, elle est infime. Certains décident qu'elle soit absolument infranchissable. Moi, je reconnais une certaine porosité, et je reconnais aussi à un moment donné dans ma vie de journaliste l'envie de franchir cette frontière aussi en réponse à des événements que j'ai vus. L'arrivée de 90 députés du Rassemblement national à l'Assemblée, moi, je ne pouvais pas le concevoir et rester finalement dans une forme de commentaire, de décryptage et quelque part, selon moi, ça n'engage que moi, mais de passivité face à ce qui s'est passé à l'Assemblée. Je peux vous comprendre, puisque effectivement, je reste ici tout à fait neutre en cela, donc je vous suis. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'arrivée de 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée, et notamment parce que vous avez suivi ces campagnes, justement, d'Emmanuel Macron, mais aussi, évidemment, la campagne de la présidentielle et des législatives, que vous avez voulu vous engager en politique? Autrement dit, à quel moment vos valeurs ont pris le pas sur celui de journaliste, finalement? Il aurait été plus simple pour moi, peut-être, de m'engager plus tôt, quand le président de la République avait une majorité absolue, quand il régnait en maître, quelque part, sur la vie politique, quand il était fraîchement élu président de la République. J'aurais pu déjà me dire, bon, je mets mon job, mon boulot de journaliste de côté et je m'engage en politique. Mais vous l'avez ressenti à l'époque, déjà, cela? J'ai ressenti une certaine proximité avec l'idée du dépassement que portait Emmanuel Macron. Après, on peut regarder texte par texte et on peut évidemment faire des commentaires, mais l'idée du dépassement, de l'alliage de toutes les bonnes volontés, de toutes les forces qui voulaient construire un nouveau projet pour la France, oui, à ce moment-là, je me dis, c'est quelque chose qui me plaît, qui me séduit et en quoi je peux me reconnaître. Mais bon, j'étais journaliste, je le suis resté. Ce qui m'a le plus inquiété avec l'entrée de 89 députés RN, mais pas seulement, la NUPES, cette alliance électoraliste qui fait quelque part dilution de certaines idées du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, dans un ensemble baroque, et on le voit aujourd'hui, capable de ripolliner des motions pour faire venir le Rassemblement national et faire tomber le gouvernement, ça aussi, cela m'inquiète. Mais le président de la République n'a plus de majorité. Et pourtant, c'est ce moment-là où je me dis, tiens, on va essayer de l'aider, et on va essayer de l'aider avec le parti. Parce que c'est important aussi de dire que La République En Marche était un mouvement. Aujourd'hui, on est dans un vrai parti, avec des fédérations qui vont se mettre en place. On va décentraliser ce parti, tout ne va pas se gérer depuis Paris. Et quelque part, on va donner du temps long à ces idées, au dépassement, à la fin des clivages, à la fin de ces vieux usages en politique, à travers le président aujourd'hui, mais sans Emmanuel Macron à partir de 2027, parce qu'il sera empêché grâce à cause ou grâce à la Constitution. Donc c'est le progrès qu'on va essayer de faire passer dans le temps à travers ce parti Renaissance. Alors parlons-en justement, vous parlez du 49.3, simulacre de démocratie parlementaire, gouvernement sourd aux appels du changement acté par les législatives, la France insoumise et donc le Rassemblement national ne sont pas tendres du tout avec la majorité à l'Assemblée nationale. En même temps, déjà 2 49.3, un troisième je crois qui va passer aujourd'hui, 2 motions de censure donc contre le passage sans vote de celui de la Sécu. Ça va être ça pendant 5 ans, ce qui va se passer ou pas? Alors, il y a des différences il y a des différences déjà sur les textes, parce que là, il s'agit de textes financiers. Donc, on a un usage du 49.3 plus souple que sur d'autres textes. Aujourd'hui, sur le budget, le PLF ou sur la Sécu, le PLFSS, sécurité on peut sociale. Utiliser le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, on peut utiliser le 49.3 à plusieurs reprises. Parce que ce sont des textes financiers majeurs pour le pays. On ne peut pas faire sans. On peut rejeter une loi. Enfin, manifestement, d'autres pensent que non. Ah non, on peut pas faire. Parce que si, à un moment donné, la motion de censure est votée, le gouvernement tombe, on repart, et donc on ne fait que reporter finalement. Il faudrait dissoudre alors, selon eux Il faudrait dissoudre, et le président de la République l'a dit. C'est-à-dire que s'il y a une motion de censure, le gouvernement tomberait et le président entamerait le processus de dissolution de l'Assemblée nationale. Mais on n'en est pas là. Et pour venir à votre question, il y a une différence donc sur les textes budgétaires, financiers, où l'usage du 49.3 est plus souple. Et ensuite, il y a les textes qui vont arriver bientôt à l'Assemblée nationale et au Sénat sur les énergies renouvelables, sur l'immigration. Un débat aura lieu, le ministre de l'Intérieur l'a promis. Et là, il faudra... Il en parle tous les jours en même temps, donc c'est pas compliqué. Non, mais c'est un grand débat. C'est un grand débat sur l'immigration avec un projet, celui de mieux accueillir vraiment ceux qui viennent sur notre sol, répondre au droit d'asile, c'est très important, et en même temps, mieux contrôler ceux qui n'ont pas vocation
à rester sur le territoire français. C'est la vision que porte Emmanuel Macron depuis le début, mais il faut améliorer les choses encore plus que ce qu'on avait fait en 2018 lors du projet de loi Asile et Immigration porté en son temps par Gérard Collomb. Mais tout simplement... Pour le 49.3, on en vient à ma question. Oui, est-ce qu'on va voir ça pendant 5 ans? On verra le comportement des oppositions. Est-ce qu'elles sont constructives? Je vous parle d'immigration. Est-ce que les députés LR vont nous dire « on ne vote pas » Je vous parle d'énergie renouvelable. Est-ce que le groupe Europe Écologie Les Verts nous dira « on ne vote pas » alors que ça va dans le sens de ce qu'ils souhaitent? Mais est-ce que les législatives vont pas amener ça finalement? C'est-à-dire qu'en fait, vu la configuration de l'Assemblée, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à cela? Regardez le paquet pouvoir d'achat, comme on l'a appelé à l'été. Oui. 20 milliards d'euros directement pour le portefeuille des Français. On le voit dès demain, le 1er novembre. Plus 100 euros d'aide sur les chauffages au fioul. Ça a été décidé cet été, concrètement par toutes les oppositions et la majorité à l'Assemblée nationale, 149.3. Puis il y a eu des grèves. Ça a été voté. Il y a eu des grèves, mais ce paquet pouvoir d'achat a été voté. Oui. 20 milliards d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour les Français. Donc, la preuve que c'est possible. Là, il y a des tensions, il y a des crispations. Sur le budget, sur la sécurité sociale. Est-ce que ça sera de la même nature demain sur des textes qui concernent plus directement les convictions de chacun? Donnons la chance en tout cas au Parlement, donnons la chance au dialogue, à la négociation, au compromis, sans compromission, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous êtes encore extrêmement positif. On voit que vous venez d'arriver en politique parce que vous parlez de dialogue pour l'instant. Je l'ai tellement suivi moi-même. Non, mais honnêtement, quand on regarde la situation à l'été avec ce paquet pouvoir d'achat, on pouvait se dire ça ne tiendra jamais. Au bout de 2 jours, le président sera obligé de dissoudre parce que l'Assemblée nationale va voler en éclats et le gouvernement Borne ne tiendra pas. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, donnons quand même cette chance, j'allais dire, aux oppositions aussi d'être constructives et à la majorité d'entendre aussi les revendications qui peuvent être faites. Je me rappelle, ça paraît anecdotique, mais Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts a proposé de pouvoir permettre aux véhicules civils de rouler à l'huile de friture. Eh bien, le gouvernement l'avait accepté. Eh bien ça, c'était anecdotique parce que ça fait rire, mais c'était une demande forte de certains députés écologistes. Eh bien, ça a été accepté par la majorité. Dans le débat sur les énergies renouvelables qui va avoir lieu dans les semaines qui viennent, on pourrait aller faire des pas en direction d'Europe Écologie Les Verts, et eux pourraient se dire, eh bien tiens, on ne va pas forcer le gouvernement à passer par le 49.3. Effectivement, pendant 5 ans, ça paraît intenable, mais j'ai plutôt effectivement confiance dans le dialogue, dans la négociation et dans le compromis. C'est à ça aussi que servent les parlementaires, et c'est ça qu'attendent les Français, qu'on agisse concrètement pour eux et qu'on arrête et qu'on sorte des postures de jeu politiciens. Concrètement, à quel point on voit Dernière Rénovation qui a encore fait une action aujourd'hui en montant, je crois que c'est sur le Panthéon. Il y a un moment... Le drapeau en berne du drapeau Panthéon. En berne. Le symbole est dramatique. Mais c'est pour alerter, donc ça veut dire que les Français sont aussi à bout peut-être. Et vous l'entendez, j'imagine. Je ne sais pas si c'est représentatif des Français que de mettre le drapeau du Panthéon en berne. Enfin, personnellement, cette image me choque. Profondément. Le Panthéon, là où reposent nos héros, nos héroïnes, Simone Veil, dernièrement, ceux de 14, le président de la République avait fait entrer Maurice Genevoix, l'écrivain de la Grande Guerre, et ceux de 14, symboliquement, tous les soldats, tous les poilus dans ce Panthéon. Et aujourd'hui, un hurluberlu se permet de mettre le drapeau du Panthéon en berne. Pour quelle conviction? Qu'est-ce que ça va changer au quotidien des Français? Un hurluberlu, il est quand même en train de militer aussi pour une conscience écologique. Et Dernière Rénovation. En mettant le drapeau français en berne, celui mais je vous pose la question, du Panthéon, ou en arrosant les œuvres d'art. C'est la méthode, le symbole aussi. C'est le symbole. Le fond vous choque aussi ou pas? Le fond, je pense que l'écologie aujourd'hui est un sujet qui concerne tout le monde. Je pense qu'il y a quelques années, certains doutaient encore du réchauffement climatique. On les appelait les climato-sceptiques. Ils sont aujourd'hui portion congrue. Ou alors, ils se trouvent vraiment dans des factions extrêmement marginales. Oui. Il faut prendre à bras le corps cette question qui nous est sans cesse rappelée par la jeunesse, par les scientifiques, et c'est ce à quoi nous sommes attachés, nous particulièrement à Renaissance, le progrès, la science, et comment on peut résoudre ce sujet écologique. Emmanuel Macron a promis, par exemple, et on l'a vu dernièrement au Salon de l'Automobile, de nouvelles mines de lithium en France pour accélérer la transition énergétique au niveau des voitures électriques. Ça, c'est la science, c'est le progrès, c'est l'action du quotidien, et qui n'est pas finalement en contradiction avec l'emploi, avec la productivité, avec ce qui permet aux gens de vivre au jour le jour, et notamment dans ces régions particulièrement touchées par la désindustrialisation. Donc si on décide d'avoir un discours et une méthode radicale, on va
mettre des gens sur le côté de la route, ces mêmes routes qui sont parfois bloquées par des activistes qui empêchent les gens d'aller à l'aéroport. Les mêmes. Ça, c'est une parenthèse, mais voyez la méthode qui n'est pas à différencier du fond. C'est-à-dire qu'on peut agir en se mettant autour de la table, en écoutant le GIEC, parce que c'est important d'écouter ce que nous disent les scientifiques, et de trouver dans le même temps des solutions politiques. Mais il faut arrêter de tout confondre et de tout mélanger. On l'a vu avec Yannick Jadot dans cette affaire des bassines. Yannick Jadot, il est pris dans son propre piège. Il a créé un monstre, et ce monstre lui répond et le sort du jeu. Alors que Yannick Jadot est quand même... J'ai mes désaccords, nous avons nos désaccords avec Yannick Jadot, mais est quand même une figure du mouvement écolo. Et on doit l'entendre, on doit l'écouter. Mais aujourd'hui, son propre camp décide de le mettre de côté. Ça, c'est pas normal. Loïc Signor, alors on parlait d'écologie, mais un des principaux sujets de cette rentrée, c'est l'inflation, évidemment. Il est de plus en plus difficile pour les Français de se nourrir, de s'équiper, en tout cas de vivre décemment avec des salaires qui sont très bas. Parmi les professions qui sont les plus touchées, il y a évidemment les professions du corps médical, mais il y a aussi, et chez nous d'autant plus, les enseignants. Emmanuel Macron a fixé sa feuille de route, un salaire à 2 000 € net en début de carrière et une hausse des salaires au cas par cas, en fonction, pour ceux qui accepteraient les tâches en plus. Et c'est là où le bas blesse, ça choque. Est-ce que ça vous choque aussi ? Moi, je pense que sur ce sujet, non, déjà, ça ne me choque pas, et je pense que sur ce sujet, la meilleure illustration, c'est celle de Marseille, et c'est ce que dit Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, qui n'est pas forcément d'accord avec la politique que mène le gouvernement sur tous les sujets, mais là, qui, dans le cadre de Marseille en grand, a accepté de mener cette expérimentation au niveau des écoles. Et aujourd'hui, quand on l'écoute, il veut généraliser à toutes les écoles ce système qui permet aux chefs d'établissement, aux professeurs, aux associations de parents d'élèves de mener dans un cadre clair et ordonné une réflexion sur les programmes et aussi peut-être à un moment donné plus tard sur les salaires. Il faut aller voir les professeurs, leur dire: on a ce projet éducatif, maintenant, quelle contrepartie pouvez-vous nous donner ? Et on peut aller chercher jusqu'à 20% de salaire, c'est la promesse d'Emmanuel Macron, c'est encore en négociation, je le sais. Mais en tout cas, c'est une base de réflexion. Évidemment, les gens s'attendent à ce qu'on aille chercher de la part des professeurs des tâches encore plus dures, encore plus indues. En tout cas, c'est la version que nous donnent certains syndicats. Ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est dans le cadre de la négociation dans l'établissement que l'on va pouvoir trouver les voies et moyens d'aller chercher un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail. Et en tant que journaliste, ancien journaliste comme moi, vous savez à quel point l'éducation est primordiale pour qu'une société fonctionne. Même en tant que citoyen, j'allais vous dire. Voilà, et en tant que citoyen maintenant, et homme politique que vous êtes aujourd'hui. Donc, si les enseignants eux-mêmes se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas considérés, où ils sont démotivés, il manque énormément de professeurs aujourd'hui, il y a des classes qui sont sans prof aujourd'hui, et où l'engagement sur les salaires est encore incertain, ou en tout cas pas clair. Et si vrai il y a une base ça qui est clair, c'est qu'en septembre 2023, il n'y aura plus de professeurs en dessous de 2 000 € net. Mais 2 000 € net, ça suffit pour pouvoir vivre dans des grandes villes comme Lyon, Marseille, Paris ou autres? Vous voulez mon avis? Je ne pense pas. Je ne pense pas, et la situation n'est pas satisfaisante. On a d'abord débloqué 1 milliard d'euros en 2021 pour monter le salaire net à plus de 1 800 €. C'est pas satisfaisant, c'est pas suffisant, d'autant plus avec les crises que nous vivons et l'inflation qui est toujours plus galopante partout en Europe, même si c'est en France qu'on la contient le mieux. Mais ce n'est pas suffisant. 2 000 € net, ce n'est pas suffisant pour qui que ce soit à Paris. Je vous le dis. Dans les grandes villes de manière générale, dans les villes moyennes. Je prends Paris en exemple parce que c'est là où l'échelle est la plus haute. Alors comment faire pour reconsidérer cette marge, justement? Il y a justement cette marge de manœuvre où les professeurs vont pouvoir peut-être à un moment donné donner plus de leur temps sur des missions qui restent à définir et dans le cadre de la négociation. Donc ça veut dire que si tu veux gagner plus, il faut que tu travailles plus? Je crois qu'aujourd'hui, cela vaut pour la société dans son ensemble. On a beaucoup galvaudé le travailler plus pour gagner plus pour travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron dit simplement une chose, notre valeur cardinale, c'est le travail, et le travail qui paye, et le mérite. Effectivement, à un moment donné, il va falloir travailler plus. Mais ça ne veut pas forcément dire travailler de mauvaise manière, ou travailler dans un cadre qui n'est pas satisfaisant. Travailler plus, c'est pas insultant. Ça ne veut pas dire que les professeurs ne travaillent pas, ou ne travaillent pas assez. C'est qu'à un moment donné, pour donner de l'argent, qui dépend quand même de l'ensemble des citoyens, hein, c'est l'impôt qui paye les fonctionnaires et donc les professeurs, il va falloir donner certaines contreparties. Mais simplement dans un cadre précis, négocié, concerté dans l'établissement. C'est ce qui se passe à Marseille. On le voit, ça se passe très bien. Le maire de la ville, encore une fois, voudrait qu'on puisse élargir et généraliser ce système à toutes les écoles de la ville. Donc,
il y a une réflexion à avoir. Il ne faut pas avoir ni de fantasme, ni se braquer inutilement pour se dire « tiens, encore un coup du gouvernement qui veut nous faire travailler dans de mauvaises conditions ». Non, au contraire, il faut augmenter les salaires et il faut, à la fin, avoir des professeurs dont le travail est utile pour eux-mêmes, ça c'est le salaire, et pour les élèves, bien évidemment, ça c'est le cœur de leur métier. Oui, mais alors le problème, c'est que le métier, en fait, ne plaît plus, n'attire plus. On a ça, engagé... c'est le serpent qui se mord la queue. Mais ça, c'est un legs depuis 30 ans. Certes, mais il y a une pénurie de les profs. choses aujourd'hui. Oui. 4000 profs contractuels engagés, formés en 4 jours. Ça a été... c'est pas normal. Ça a été, en fait, le dernier recours, si je puis dire, la solution de recours qui a été proposée et qui a été faite. Mais beaucoup ont quitté le navire, d'ailleurs, quelques jours après, tellement la situation est difficile. Donc, je parlais des salaires il y a quelques minutes, mais il n'y a pas que ça, effectivement. La situation des professeurs à l'école, qui ne sont plus respectés ni par les parents, ni par les élèves, finalement, est très pénible. Comment faire pour, justement, leur redonner le goût, l'envie d'aller au front? Sur les contractuels, vous citez ce chiffre de 4000 qui a fait un peu peur, je crois, Beaucoup de bruit, oui. à la rentrée. On est même surtout monté 4000 jusqu'à sur 35 4 000. jours de formation. Voilà, parce qu'on est monté sur 35 000 contractuels. Déjà, moi, je voudrais leur rendre hommage, parce que ce n'est pas facile, je me mets à leur place, d'aller... à un moment donné, devant une classe, face à des élèves, pas toujours faciles, quand on n'a pas le bagage, et à la fois dans une formation et dans l'expérience de l'éducation. Donc déjà, rendons leur hommage, parce qu'ils ont permis aussi à ce que la rentrée se passe bien. C'est ce qui est d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais rendu fou d'ailleurs beaucoup de professeurs en disant, enfin, c'est un métier, ça s'apprend. Oui, on ne peut pas être formé mais en 4 jours. À un moment donné, il manquait des professeurs, donc il fallait combler, parce que sinon c'est les parents qui auraient dit mais comment ça se fait qu'à la rentrée, la porte de mon fils ou de ma fille reste fermée et qu'il n'y ait pas de professeur. Donc, merci à eux déjà d'avoir essayé de combler ce manque à la rentrée, et c'est grâce à eux et aux titulaires bien évidemment que la rentrée s'est bien passée. Deuxièmement, 35 000 contractuels sur plus de 850 000 professeurs. Donc quand on fait le ratio des professeurs en France, il y en a, et il faut toujours comparer ce qui est comparable. 35 000 contractuels, 855 000 titulaires. Maintenant, effectivement, l'école ne va pas bien. La pénurie de professeurs, c'est une réalité. Et Emmanuel Macron, et là, le président de la République, Renaissance, prennent toute leur part dans ce travail. Nous avons lancé le Conseil national de la refondation. L'un des piliers de ce CNR, c'est l'école. C'est l'école du futur. Il faut réinventer l'école. C'est pas en colmatant des brèches, comme on le fait depuis 20 ans, 30 ans, qu'on va s'en sortir. C'est en pensant l'école du futur. C'est l'expérimentation qui est réalisée à Marseille. C'est ce qu'on discute depuis quelques minutes maintenant. Les salaires, les conditions de travail, les contreparties, comment s'adapter à cette nouvelle société. C'est ça, l'école du futur. Et c'est ça qu'il faut penser intelligemment, et encore une fois, sans fantasme et sans barrière intellectuelle. À un moment donné, il va falloir se mettre autour de la table avec tous les acteurs, les politiques, les professeurs, les parents d'élèves, et se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on change cette école. Ça a été fait plusieurs fois, et j'espère que ça a été fait plusieurs fois. On a été dans des remèdes cosmétiques, depuis Claude Allègre jusqu'à Pap Ndiaye. On a eu des ministres volontaristes, bien évidemment, mais parfois... Vous parlez au passé pour Pap Ndiaye? Non, pas du tout. Ah non, aucune information. Non, pas du tout. Il est un très bon ministre de l'Éducation nationale en poste, qui se déploie sur le terrain, qui réfléchit aussi à la manière dont on pense l'école du futur dans le cadre de ce CNR, mais simplement rétrospectivement, avant Pap Ndiaye. Quand on prend simplement l'exemple de Jean-Michel Blanquer, son prédécesseur, combien de fois Jean-Michel Blanquer a tiré la sonnette d'alarme sur cette école qui allait dans le mur? Combien de fois Jean-Michel Blanquer l'a dit? Et en même temps, il a fait une réforme énorme. Il a fait une réforme énorme qui va prendre du temps. Qui est explosive. Qui va prendre du temps. Qui est explosive aux yeux de qui? C'est toujours la même manière de voir les choses. Est-ce que les syndicats ont laissé toute l'attitude au ministre de l'Éducation nationale pour changer les choses, ou en tout cas se mettre autour de la table? Pas toujours, dans mes souvenirs. Pas toujours. Les syndicats ont parfois joué le blocage, voire la politique de la chaise vide. Moi, j'appelle toutes les bonnes volontés. Moi, je ne suis que le porte-parole de Renaissance, mais je pense que c'est la volonté. Non, mais je pense que c'est la volonté du président de la République, qui est très attaché à ces sujets-là. Vous le savez, de par son expérience personnelle et de par sa vision du pays. C'est quelqu'un qui veut investir sur les jeunes générations, et l'école est un endroit indispensable à cet investissement, évidemment. Alors, je me permets de poser la question. Comment on pense l'école de demain? C'est ce qu'on propose aux acteurs, et nous allons le faire. Et on espère que tout le monde sera autour de la table pour le faire avec nous. Vous qui êtes porte-parole, justement, vous le disiez si bien, qui est donc un ancien journaliste encore une fois, vous avez le sens du dialogue, de la communication. Les petits mots d'Emmanuel Macron, la manière dont ça a été dit, les choses
Vous parlez du Conseil national de la refondation, on l'a beaucoup critiqué avec le CNR, donc par rapport à la résistance. On a parlé aussi des mots utilisés à la rentrée, c'était la fin de l'abondance, qui a beaucoup fait hurler, parce qu'il y a quand même très peu de Français qui sont dans l'abondance finalement, et beaucoup qui luttent au quotidien, au jour le jour. On se doute bien que notre président a envie que les Français aillent mieux, et qu'en l'occurrence ici, puisqu'on est chez School TV, que l'école fonctionne. Mais c'est vrai que ce dialogue avec les enseignants, on le sent un peu... comment dire, tâtonnant encore. Il n'est pas encore là. Les syndicats hurlent ici sur ce plateau, les enseignants aussi. Comment faire pour que justement ce dialogue dont vous parlez, que vous prenez, puisse s'installer réellement? Je pense qu'on n'est pas dans une situation inhérente à la politique d'Emmanuel Macron. On n'est pas dans une situation inédite. C'est français, vous. Non, c'est ça. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est français, parce que vous regardez l'école. Quand vous regardez les classements PISA, l'Europe n'est pas dans une bonne situation éducative. Surtout au niveau des maths. Hormis quelques exemples. Mais quand on regarde le fameux modèle suédois, il est en déperdition d'année en année, quand on compare par rapport à ce qu'il se fait notamment en Asie et au plus loin Singapour, qui règne en maître sur ces classements. Est-ce qu'on veut devenir Singapour? Ça, c'est une autre question qu'on pourrait se poser au niveau de l'école. Je ne suis pas sûr que les parents d'élèves, les professeurs soient prêts à accepter tout ce qui est fait pour les enfants là-bas. Maintenant, sur le rapport entre Emmanuel Macron, les enseignants et les syndicats, il faut, à un moment donné, se parler. C'est la clé. Et quand, rétrospectivement, encore une fois, on regarde ce qui s'est fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, je ne saurais remonter jusqu'à François Bayrou, qui est un de nos alliés, mais qui a été ministre de l'Éducation nationale au début des années 90, à Lionel Jospin, à Claude Allègre plus tard. Enfin bref, il y en a eu des ministres de l'Éducation nationale qui ont eu, à un moment donné, une vision. Je me souviens, pendant la campagne présidentielle qui a précédé l'élection d'Emmanuel Macron, le premier livre programmatique d'Alain Juppé, qui a été donné grand favori, il s'appelait « Mes chemins pour l'école ». Il y avait exactement les mêmes propositions que nous faisons aujourd'hui. Il avait été salué. Ah, il n'était pas président de la République, il n'était pas au pouvoir. Donc le rapport était différent. Une fois qu'on est au pouvoir, on a face à nous des personnalités qui sont politisés aussi, et qui vont trouver des chemins de contestation face à la décision globale qui est prise. Donc il n'y a pas de dialogue, il y a ce préavis de non-dialogue. Et donc aujourd'hui, je le répète, il n'y aura un dialogue constructif entre le politique et le monde enseignant qui sera à la fois crédible et utile que lorsque tout le monde mettra les choses sur la table. C'est ce qui s'est passé avec les États généraux de la justice. Ça semble porter ses fruits. Aujourd'hui, il faut répéter le modèle dans le cadre précis du CNR et ne pas être finalement hostile à l'expérimentation. Marseille le fait, c'était pas gagné, quand on se souvient il y a un an, le plan annoncé par Emmanuel Macron, les cris d'orfraie de certains enseignants qui disaient ça ne marchera jamais, surtout pas à Marseille. Aujourd'hui, encore une fois, ça marche et on en redemande. Vous êtes attaché, puisque vous êtes engagé politiquement, donc c'est l'engagement citoyen. Vous êtes attaché aussi, j'imagine, à la transmission. Aujourd'hui, les atteintes à la laïcité, notamment dans les établissements scolaires, sont dramatiquement en hausse. On l'a vu. Est-ce qu'on a un réel problème entre la laïcité et la République, ou autrement dit, avec la laïcité à l'école? Je pense qu'il y a un problème de manière générale de respect de la laïcité, notamment dans les jeunes générations. Les très jeunes générations, ça a été montré par certaines études, certaines jeunes générations, et on va mettre les mots sur la table, pas que les musulmans, estiment que la loi de Dieu est parfois plus forte que la loi de la République. Mais ça vaut aussi pour d'autres religions que l'islam. C'est bien de vous l'entendre dire. Non, mais c'est important de le préciser parce que il y a des jeunes ou des très jeunes, quand on leur demande si une caricature de Mahomet les choque, ils répondent oui, sans forcément appartenir à la religion musulmane. C'est un autre regard sur la laïcité que peut-être vous et moi avons. La laïcité, elle est en danger, mais pas seulement à travers la religion musulmane. Elle est en danger parce qu'elle n'est plus considérée comme un pilier de notre République. C'est pour ça qu'il faut la répéter. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a toujours dit 1905, tout 1905, rien que 1905. Une loi de séparation de l'Église et de l'État. Voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin. Il y a des lois dans notre pays. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu 313 atteintes à la laïcité, si le chiffre est bon, au mois de septembre, à l'école. Là, c'est la loi de 2004 sur les signes ostentatoires religieux à l'école. Mais encore une fois, il y a une loi. C'est une loi qui vient préciser justement la laïcité en France. Il faut la rappeler. Il faut tout simplement dire que la loi doit s'appliquer. Après, on vient de commémorer le triste anniversaire de la mort, des 2 ans de la mort de Samuel Paty.
Il faut accompagner les enseignants, il faut accompagner les chefs d'établissement, il faut accompagner les équipes de valeurs de la République le font au quotidien. Il faut prendre en compte tous les signaux. Et à un moment donné aussi se dire que nous avons changé de monde et qu'il y a énormément de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Aller surveiller ces réseaux sociaux, c'est surveiller aussi quelque part ce qui se passe à l'école, parce que les jeunes, évidemment, sont sur les réseaux sociaux. Donc, la laïcité, c'est un enjeu majeur à l'école, bien sûr, et il faut s'emparer du sujet et faire respecter la laïcité à l'école, mais plus largement dans la société. Merci Loïc Signor d'avoir été avec nous sur Scoop TV dans le Grand JT de l'Éducation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti Renaissance, le parti donc de la majorité présidentielle. Merci. Merci à vous. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. Je vois du vert, je sais pas pourquoi. Non mais des plantes. En fait, je pense que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de choses en pratique. Oui. Là, c'est mon école rêvée. Et la réalité ? En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Louise Delavier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de l'association En Avant Toutes. Donc c'est une assoce qui est agréée jeunesse et éducation populaire, convaincue que la lutte pour l'égalité et la fin des violences ne peut se faire sans la prévention. Hyper important de prévenir, c'est la première partie de votre travail. Vous intervenez dans les milieux scolaires, c'est ça ? À quoi correspond une séance ? Comment ça se passe ? Une séance de prévention, chez nous, c'est avant tout de faire émerger la parole des jeunes. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas avec un déroulé déjà écrit où on dirait que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous, on vient en aidant les jeunes à pouvoir dire ce que sont des stéréotypes sexistes pour elles et eux. Et ensuite, on fait en sorte de pouvoir les déconstruire. Parce qu'on sait qu'un stéréotype sexiste, finalement, c'est le terreau des violences. Nous, on aide justement les jeunes à les identifier et à pouvoir ensuite les travailler d'une manière qui soit bienveillante et qui les aide finalement à exercer également leur esprit critique. Sans dire ce qui est mal ou bien, ça veut dire qu'en fait, vous les laissez parler au départ et finalement, c'est la parole, ce que vous entendez, qui vous fait réagir et vous fait les interroger sur le sujet ? Oui, c'est ça. Ça va être finalement, ça vient d'où ? Ça, qu'est-ce que tu en penses ? Ça, est-ce que tout le monde est d'accord ? Quand vous dites ça, par exemple, donnez-moi un exemple. Alors, par exemple, on va avoir des classes qui vont avoir des préoccupations très différentes. Nous, on arrive en leur demandant « C'est quoi pour vous les relations filles-garçons ?» Et en fonction de ce qui est dit, on va pouvoir réagir. Donc, on va avoir des classes, par exemple, qui vont s'orienter beaucoup sur le couple et sur la jalousie. Pour eux, les relations filles-garçons, c'est ça. Il y en a qui vont nous dire... c'est la jalousie, famille. Tout de suite. C'est la première... C'est quand même étonnant, non ? Ça vous fait réagir ? Oui, mais c'est beaucoup, sûrement par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à la façon dont on interagit entre hommes et femmes aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup ça. Et il y a aussi un héritage, finalement, du couple qui, présente la jalousie, par exemple, comme une preuve d'amour.
On a l'idée que, par exemple, ton copain, il tient pas à toi s'il n'est pas un petit peu jaloux. Voilà. Il va y avoir ces idées-là qui peuvent sembler très anodines, mais quand on grandit et quand ces idées prennent de l'importance, finalement, ça peut devenir des comportements abusifs. Et alors, sur la jalousie, par exemple, qu'est-ce que vous leur dites ? Eh ben, par exemple, on leur demande pourquoi on est jaloux. Donc, ils disent ça va être pour montrer son amour. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de montrer son amour que la jalousie ? On va travailler aussi, par exemple, sur la confiance. Est-ce que la confiance, c'est quand tu as montré ton téléphone à l'autre, ou est-ce qu'au contraire, c'est quand tu lui as fait suffisamment confiance pour pas demander à voir ce qu'il y a dedans. Exactement, voilà, exactement. Ça, c'est un exemple assez typique de ce qu'on voit en prévention. J'ai l'impression que vous avez besoin justement de ces questions-là. Sans que Loïc, ça fait réagir. Non, mais c'est très intéressant. C'est pas que pour les enfants. Non, c'est super intéressant parce que les jeunes d'aujourd'hui ont un rapport au couple, à l'altérité qui est complètement différent de ce qu'on a vécu nous, notamment, me semble-t-il, parce que les réseaux sociaux sont arrivés là-dedans, le numérique aussi, et ils ont une façon d'interagir qui est complètement différente, qui est même très loin de ce qu'on imagine nous, et ça module un peu, ça transforme la façon dont on se perçoit. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'envoient des photos, parfois un peu dénudées, choses comme ça, qu'on ne faisait pas, nous. Donc, oui, c'est vrai. Presque il le regrette. Non, mais pardon, je plaisante. C'est très vrai. Mais justement, je rebondis sur ce que vous dites, Loïc, parce qu'en fait, effectivement, il y a ce que vous proposez dans les cours, en classe, donc la discussion, mais forcément, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas faire. Et vous avez mis en place quelque chose de très malin, c'est un chat qui est mis en place par l'association qui s'appelle « Comment on s'aime ». Alors justement, où c'est un site en fait sur les violences au sein du couple, pensé par des jeunes et pour des jeunes. Donc, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'en fait, on discute avec quelqu'un, mais c'est complètement anonyme. Enfin, comment... Oui. Alors déjà, c'est sur un site effectivement qui s'appelle commentonsaime.fr. Vous aurez noté que ça s'appelle pas stopviolence.fr ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, on l'a conçu à faire un petit peu semblant que ça parle du couple et que c'est comme un petit magazine féminin, par exemple. Et en fait, ça parle des violences. Et sauf qu'on ne le fait pas directement. Parce que nous, on a constaté que quand on va voir des jeunes et qu'on dit « Salut, est-ce que tu t'es renseigné sur les violences conjugales ?» Les jeunes ils nous disent « Non, moi, ça ne me concerne pas, ça n'est pas du tout dans ma réalité. » Alors qu'en fait, si. Et donc, sur ce site, on a mis plusieurs articles qui nous permettent en fait d'aider les jeunes à se questionner de la même manière que sur la prévention, sur les violences, pour les aider à faire un premier diagnostic. Et ensuite, sur ce site, on a également mis ce fameux chat dont vous parliez. Et donc, sur ce chat, il est effectivement absolument anonyme. Nous, on va demander un petit pseudo et un numéro de département au cas où la personne soit déconnectée. Et ensuite, on peut discuter avec elle d'une manière, encore une fois, qui est bienveillante et qui est adaptée à son rythme. Et ça les aide, en fait, à nous présenter des choses. Par exemple, je sais pas, j'ai le souvenir d'une personne qui nous parlait de son copain qui lui forçait à faire des fellations tous les matins et qui, évidemment, n'allait pas poser la question à son père ou à son prof de maths. Est-ce que c'est normal ou pas, voilà. Donc du coup, elle a besoin de quelqu'un pour... Vous n'avez pas répondu savoir si c'est normal ou pas normal. C'est ça le problème. Quel est le type de question que vous apportez ? Enfin, de réponse plutôt. Et du coup, nous, on les aide à déjà voir comment elles se sentent, mais ensuite à identifier les violences. Là, pour le coup, c'est quand on est vraiment plus sur des situations de violence. Là, par exemple, elle nous décrivait des viols, clairement, cette jeune femme. Donc là, du coup, on va leur apporter une écoute, des conseils, et ensuite une redirection vers une structure qui va être adaptée à ses envies, à ses besoins, que ça soit par exemple, il y en a qui vont avoir besoin d'un logement quand elles sont un peu plus grandes, il y en a qui vont avoir besoin de quitter le conjoint, il y en a qui vont avoir besoin d'un psy ou d'un médecin. Nous, on a un gros réseau de redirection vers lequel on sait qu'on peut les rediriger si elles ont besoin. Alors, vous me disiez à l'instant, effectivement, on parle souvent de violence, car malheureusement, c'est la situation aujourd'hui, ça l'était aussi avant d'ailleurs, mais grâce à ce chat, on peut aussi aborder ces sujets-là, mais on peut parler d'amour, puisque ça s'appelle Comment on s'aime, donc forcément, il y a d'autres jeunes qui ont envie aussi de parler d'amour, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Oui. On apprend. Quelle question. Oui, effectivement. Nous, on a beaucoup de jeunes qui viennent avec un prisme, on va dire, un petit peu problème de couple. C'est-à-dire qu'ils viennent nous décrire des choses qui se passent dans leur relation et elles et ils ne savent pas si c'est normal, etc. Donc nous, on peut donner des conseils qui vont du coup plus ressembler à de la prévention dans ce cas-là, mais en vrai, malheureusement, on constate que des jeunes qui viennent nous voir avec des problèmes de couple, dans 98% des cas, ce sont effectivement des violences. Donc elles et ils ont vraiment raison de venir et grâce à ce titre commentonsaime.fr, on voit qu'en fait, on attire des gens qui ne se sont pas au départ, auto-diagnostiqués comme des personnes victimes de violences. Donc, c'est vraiment la prévention à son stade ultime, finalement. Quel est le poids du transgénérationnel dans ce que vous vivez aujourd'hui ? Parce qu'on hérite finalement aussi d'une vision de couple de nos grands-parents, de nos parents qui vivent leur couple d'une certaine manière, avec des tromperies parfois, des secrets. Tout ça est porté par les jeunes aujourd'hui. Comment vous arrivez à déceler la part de la transmission familiale là-dedans ? Oui, alors on voit déjà que quand il y a eu des violences dans la famille, souvent ça se reproduit après. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des jeunes garçons qui n'ont jamais eu d'autre modèle
que d'avoir un père violent, par exemple, et qui vont le reproduire ensuite, ou des personnes, au contraire, qui vont continuer d'être dans des schémas qui ne sont pas sains pour elles et qui vont être repérées par les agresseurs comme des victimes. Donc ça, c'est un vrai fléau. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper d'une manière, encore une fois, qui soit globale. Nous, on soutient aussi extrêmement fermement les associations qui s'occupent des personnes adultes, mais aussi des personnes âgées. Enfin voilà, on sait que c'est très important de lutter à tous les niveaux. Et donc nous, on a choisi de commencer par la jeunesse. Mais il en faut pour tout le monde. Quand vous dites « on », nous, c'est qui on, nous? Vous êtes combien derrière ce chat, ce site, cette campagne, cette association avant tout? Dans l'association, on est 25 en tout et il y a 10 personnes sur le chat. 10 personnes qui font exclusivement ça ou elles ont des métiers à côté? Non, elles font exclusivement ça. Nous, on est une association qui est salariée. On pense que c'est très important aussi de valoriser symboliquement et économiquement ces métiers qui sont encore aujourd'hui très fortement assumés par des gens bénévoles. Nous, on estime que ça a toute sa place dans la société, donc on fait en sorte, effectivement, à la sueur de notre front, que ce soit de vrais métiers et de pouvoir salarier les personnes qui travaillent avec nous. Vous avez lancé en septembre 2020 « Aimer sans abuser », qui est une campagne qui vise à lutter contre les relations amoureuses toxiques. Comment est-ce que vous abordez ça avec des ados? Est-ce qu'ils vous comprennent déjà quand on parle de relations toxiques? Ils comprennent ce que ça veut dire, pervers narcissique? Ils savent ce que c'est? Oui, ils adorent ça, en vrai. Ah bon? Oui, ils adorent parler de ces sujets. Nous, on sait que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Parfois, c'est abordé avec un peu plus de gêne. On sait que quand on va dans les collèges où on voit des enfants un petit peu plus jeunes qui vont être en 6e, 5e, où voilà, il n'y a pas encore vraiment de couple, on voit que c'est gênant, mais en général, ils nous supplient toujours de pouvoir continuer parce que, on parlait tout à l'heure des liens transgénérationnels, ça a toujours intéressé tout le monde, l'amour, hein, bien sûr. Donc c'est chouette de commencer par ce prisme-là, même si au final, on finit par parler des violences. Quand on parle aujourd'hui du mouvement MeToo, quand on parle des changements de genre, notamment à l'école, c'est des discussions qui reviennent assez fréquemment maintenant, à la fois à la maison, à la fois à l'école, dans les cours de récré ou au parc le week-end entre copains. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes se construisent différemment dans leurs relations amoureuses et sexuelles? Oui, ça évolue beaucoup. Nous, on a commencé l'association, c'était juste après les débats sur le mariage pour tous. Donc c'était extrêmement crispé sur cette question. La question du genre n'était pas du tout une histoire facile pour les jeunes. Et là, on voit quasiment 10 ans après que ça a énormément évolué. On voit que MeToo a eu un effet considérable sur la parole. On voit un effet positif? Oui, il y a un effet positif parce que finalement, il y a aujourd'hui... Ces sujets sont presque plus des sujets. On voit qu'aujourd'hui, on peut parler par exemple de non-binarité ou de transidentité avec des jeunes et qu'ils et elles comprennent assez tout de suite ce que c'est. Là où avant, c'était vraiment un sujet qui était regardé avec beaucoup de méfiance. Mais même la violence, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, les violences faites aux femmes, d'ailleurs, on en parle aujourd'hui, mais enfin bon, la justice ne rend pas vraiment hommage à toutes celles qui sont victimes de violences au quotidien, car c'est le cas, c'est le quotidien de toutes les femmes aujourd'hui en France et dans le monde, et des enfants aussi. Même si on en parle beaucoup plus, ce mouvement justement MeToo a permis de comprendre qu'effectivement c'était une réalité et que c'était pas normal non plus qu'à la maison, les parents vivent cette violence-là, hommes ou femmes, peu importe. Oui, ça a donné beaucoup de courage, je crois, à beaucoup de personnes qui n'en manquaient pas. Mais en tout cas, ça leur a donné aussi une audience. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, parce qu'on voit, si c'est la question des enfants, notamment que les enfants ont toujours parlé des violences, que ça soit par des dessins, que ça soit par des allusions. Mais le problème, c'était l'écoute. Et grâce à MeToo, je crois que l'écoute a fait un vrai bond en avant. Nous, aujourd'hui, on a aussi beaucoup plus de profs qui viennent nous voir. On a aussi beaucoup plus de personnel de l'éducation qui, avant, n'en faisait pas spécialement un sujet et qui, aujourd'hui, malgré le fait que c'est peut-être un peu encore difficile, l'éducation, on voit que toutes les réformes font que... En tout cas, nous, on constate que dans les collèges, c'est difficile aujourd'hui de tenir les programmes. On voit que les profs sont fatigués, on voit que le Covid a laissé une trace. Et pour autant, elles et ils veulent quand même s'occuper d'égalité. Peut-être une question un peu piquante. Parce qu'on a déjà dit sur ce plateau que notamment Éric Zemmour était très opposé à l'entrée de ce type d'association dans l'école. Il est d'ailleurs le premier à dire il ne faut pas parler de cisgenre, de transsexualité, etc. Donc il est contre clairement votre travail, ce type d'association. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre là aujourd'hui sur les bienfaits que vous voyez concrets par rapport aux élèves ? Oui, moi ça m'amuse toujours un peu quand j'entends quelqu'un comme Éric Zemmour dire ça, parce que j'ai envie de lui demander quel mal fait-on ? Nous, quand on vient dans les collèges, on discute avec les jeunes, on vient pas du tout avec une approche qui soit dogmatique, on vient en disant qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis on part de ce qu'ils en pensent et ensuite on déconstruit. Voilà, on leur demande rien de plus que qu'est-ce que vous en pensez, d'où ça vient, est-ce que ça vous fait plaisir ou pas ? Vous n'engagez pas les jeunes à devenir transsexuels, par exemple. Vous les écoutez. Non, mais parce que ça a été un argument aussi. Ça serait pas possible, en fait. Ça serait pas possible. Donc je trouve que c'est amusant parce que c'est un peu fantasmé, finalement, ce qu'on fait. Là où, finalement, on va juste
écouter et aider la parole à émerger. Alors en revanche, il y a dans le programme effectivement scolaire des cours d'éducation à la sexualité. Oui. Alors en fonction des âges, ça évolue effectivement. C'est le rapport au corps au départ quand on est plus petit, puis après le rapport avec l'autre, puis effectivement les sentiments, les émotions, et puis la sexualité. Est-ce que vous avez l'impression que déjà ces cours sont suffisamment donnés à l'école, sont suivis? Vous disiez à l'instant que les professeurs sont harassés, fatigués, ils n'arrivent même pas à terminer les programmes qu'on leur demande. Est-ce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus? Oh oui, oh oui. Aujourd'hui, c'est très peu dispensé en fait cette mesure. Normalement, c'est quand même tous les ans que c'est censé avoir lieu. C'est absolument pas le cas. En général, il y a une séance, 2 séances si on a de la chance, un peu à la fin du collège, au lycée, en même temps qu'on étudie le schéma reproducteur sexuel en cours d'SVT. Donc non, c'est absolument pas assez appliqué et c'est une honte. Vraiment, je le dis sur ce plateau, c'est une honte que ça ne soit pas plus appliqué. Et la faute à qui ? Eh bien, je pense la faute à plein de choses. La faute à un système qui ne laisse pas la place. Sans doute que ça pourrait être mieux financé, premièrement. Je pense que c'est aussi une mission des pouvoirs publics que de financer ce type d'initiative. Aujourd'hui, c'est encore une fois laissé aux associations, ce qui est très bien parce que les associations sont tout à fait capables de le faire. Mais les associations sont elles aussi en train de peiner au niveau budgétaire, au niveau financier. Donc, c'est compliqué. Après, comme on l'a dit, encore une fois, demander à des profs, à des chefs d'établissement de faire de la place dans des programmes qui sont difficilement tenables. Déjà, il faut avoir la formation pour ça aussi. Il faut avoir la formation. Il faut savoir en parler. Donc voilà, évident. Effectivement, donc il y a encore beaucoup de freins qui sont à beaucoup de niveaux. Et il faut, encore une fois, qu'il y ait une véritable volonté politique pour que ça puisse se faire. Louise Delavier, courage, on est avec vous. Merci 1000 fois d'avoir été là. Vous êtes cofondatrice de En Avant Toutes. Alors, il y a évidemment, comme moi, je déteste les journées 2. Alors, le 8 mars, la journée de la femme, etc. Ça devrait être tous les jours. Bon, oui. Le 18 novembre, il y a la journée mondiale contre le harcèlement scolaire. Ça devrait être tous les jours aussi. Mais une action que vous allez mettre en place spécifiquement pour le 18 novembre? Nous, on va continuer ce qu'on fait déjà tous les jours. On va peut-être faire une petite opération réseaux sociaux parce qu'on est aussi très présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, pour aller atteindre les jeunes. Donc voilà, on sera là aussi pour vous. Alors, avec plaisir. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est à vous, cher Loïc. Ça tombe bien, vous êtes là. Cher Loïc, on va parler de la colle à l'école. Oh là là, avec la rime. Oui, vous avez vu, c'est beau. Hein. Et avant de vous retracer son histoire, qui date quand même de l'homme de Néandertal. Oui, madame, effectivement. Je voudrais d'abord vous parler de la marque qui est peut-être la plus connue, la plus utilisée par nos bambins, à savoir la marque... Moi, ça ne me pensait pas du tout à Néandertal, ça me fait penser au cheval. Alors, c'est pas le cheval, vous allez voir. Tout commence en 1905, lorsqu'un pharmacien et chimiste allemand qui s'appelle August Fischer rachète une petite usine de vernis, de tampons, d'encre, de peinture et de colle. Et en 1932, il élabore la toute première résine adhésive artificielle, transparente et prête à l'emploi. Et là, directement, August Fischer, il voit une application pour le grand public. Et pour lui choisir un nom à ce produit, il va reprendre une tradition qui est propre au secteur de la papeterie et des fournitures du bureau. En fait, on donne au produit les noms d'un oiseau. Voilà, c'est comme ça, c'est une tradition. Et comme son usine est implantée à Bulle, dans la ville de Bulle, en Allemagne, c'est à 47 minutes de Strasbourg, de l'autre côté de la frontière. Je suis allé sur Google Maps juste avant d'entrer en plateau. 46 ou 48 ? Il n'y a pas d'embouteillage. En 47 minutes, vous pouvez aller à Bulle si vous êtes à Strasbourg. Donc, Bulle, c'est à côté de la Forêt Noire. Et dans la Forêt Noire, il y a des hiboux grand-ducs. Et donc, hibou, en allemand, ça se dit huhu. Voilà pourquoi ça s'appelle huhu. D'accord. Mais alors là, on est en 1905, le huhu, le hibou, etc. Mais vous me parlez d'homme de Néandertal au départ. Non, mais quel c'est rapport? Complètement fou, parce qu'en fait, le collage, c'est l'une des premières techniques d'assemblage inventées par l'être humain. C'est dingue. Il y a 200 000 ans, effectivement, pour coller du silex à des morceaux de bois ou d'os et en faire à la fois donc des armes ou des outils, les Néandertaliens utilisaient de la résine obtenue avec de l'écorce de bouleau qu'ils faisaient monter en température avec du feu. Voilà. Et ça tenait, ça collait. Non mais ça collait tellement bien qu'il y a des archéologues qui ont retrouvé encore il y a quelques années des outils collés. Depuis 200 000 ans. C'est complètement dingue. Et tous les peuples antiques qui ont suivi ont maîtrisé la colle avec différentes techniques néanmoins. En Égypte, par exemple, alors c'est un petit peu moins ragoûtant, ils utilisaient des déchets de boucherie, des peaux, des os, des viscères. Ils mettaient tout ça à bouillir avec de l'eau et ça faisait une pâte qui servait donc de colle pour des travaux du quotidien, mais aussi pour l'architecture. Ils utilisaient aussi de la gélatine, de la caséine, qui est une protéine du lait, ou de l'albumine, qui, elle, est une protéine qu'on trouve dans le sang. Et chez les Romains, on utilisait de la chair visqueuse du fruit du gui.
notamment, ou du jus de gousse d'ail pressé, et au Proche-Orient, on utilisait principalement du bitume. Donc là, on était à Néandertal, et si on avance un peu, alors... Oui, on va à la Renaissance parce qu'au Moyen-Âge, peu ou prou, on utilisait les mêmes techniques, et c'est à partir du XVe siècle, avec l'invention de l'imprimerie et les besoins autour de la fabrication du papier, qu'on se met à avoir énormément besoin de colle. Et le choix de son origine est guidé par le type de papier qu'on voulait faire. En fait, on se rend compte, par exemple, que plus on ajoute d'éléments minéraux dans la colle, eh bien, plus le papier devient opaque et imperméable. Et on continue comme ça de travailler pour améliorer la résistance et la multiplicité des usages de cette colle, notamment pour les papiers peints, la construction de meubles et dans l'art aussi, bien évidemment. Et alors, le fameux bâton de colle, le fameux UUU qu'on adore là. Voilà, alors, on ne sait pas exactement qui les a inventés. C'est à partir du XVIIIe siècle, on en a les premières traces. Ils sont faits à base de sucre et de gomme arabique. C'est en fait de la sève d'acacia séchée, mais ça reste quand même assez cher, et d'autres sont faits avec de la colle d'os, du sucre et de l'amidon. Et à l'école, comme d'hab, c'est au XIXe siècle que ça apparaît? Oui, parce que c'est le siècle fondateur, effectivement, de l'école moderne. Alors, c'est grâce à vous que je l'ai appris. Hein. C'est vrai, merci beaucoup. C'est vrai qu'il n'y a pas d'informations précises sur l'utilisation de la colle dans les salles de classe, parce que, notamment, pendant très longtemps, les élèves ont écrit sur de l'ardoise, pour des raisons de coût. Mais en 1880, les lois Jules Ferry passent, et les écoliers bénéficient tous, maintenant, de plusieurs cahiers qui sont fournis par l'État, et ils commencent à travailler avec de la colle, notamment les plus petits, en primaire, pour faire des travaux manuels, tout simplement. Ensuite, vers 1910, on voit apparaître les premières colles industrielles qui sont faites avec du caoutchouc. 1937, notre ami Huhu qui crée donc ses propres sticks, mais il n'est pas le seul, parce qu'à peu près à la même période, il y a aussi Bic et Cléopâtre qui vont faire leur propre colle. Cléopâtre, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce petit bidon avec un pinceau, vous savez, qu'on sniffait. Très belle femme. Bon, Cléopâtre, c'est une très belle femme. Aussi, c'est pas vous n'avez jamais sniffé les trucs de colle? Non, désolé. Il ne faut pas le faire chez vous, les enfants, si vous me regardez. Mais souvent, dans les années 80-90, on sniffait de la colle Cléopâtre parce que ça avait une odeur un peu particulière qui était aussi un petit peu enivrante. Ne le faites pas chez vous, c'est pas bien du tout. Et puis donc, avec l'industrialisation, les programmes, finalement, deviennent de plus en plus pratiques et manuels, notamment en maternelle et au primaire. Et voilà comment, petit à petit, chaque élève a un tube de colle dans sa trousse, voilà. Donc à ne pas sniffer, merci beaucoup. À ne pas sniffer, bien évidemment. Loïc. Mais ça date d'il y a 200 000 ans. C'est complètement fou. Merci mille fois, Loïc. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard qui accueille aujourd'hui Laurent Mestret dans Souvenir d'écolier. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Laurent Mestret. Bonjour Laurent. Bonjour Malika. Alors, tu es animateur de télévision. Oui. Mannequin. Oui, un peu moins maintenant, mais toujours un petit peu. Tu t'es fait connaître du grand public en 2011. C'est ça. En participant à Koh-Lanta. Bien vu. Et si tu es là aujourd'hui, ça a échappé à tout le monde, il n'y a que moi qui sais. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu nous présentes une nouvelle facette de ta carrière. Tu viens de sortir un livre. Oui, c'est ça. Programme Smile. Sport et Smile. D'où est venue cette envie d'écrire un livre? Je sais pas, je prenais ma douche, je me suis dit tiens, faut que j'écrive un livre. C'est vrai? Non. Non. Depuis longtemps, ça me trottait, j'avais envie de faire un truc, mais je savais pas trop quoi faire. Mon objectif, c'est que vraiment il y a quelque chose à apporter aux gens et tout. Donc on a parlé un petit peu avec une agence avec laquelle je bosse, que tu connais très bien. Oui. Et donc on a commencé à démarcher des maisons d'édition. Donc on a démarché de Marabout. Et puis on s'est dit tiens, est-ce qu'on pourrait faire un truc ensemble? Et puis on s'est mis sur l'idée de faire un truc sur le sport parce que j'aime beaucoup exercer. Je donne des cours également à droite à gauche. Ah, t'es aussi coach? Ouais, je suis coach. Ok. Ça fait depuis 5-6 ans que je bosse avec Basic Fit. Voilà, je m'entraîne aussi avec des potes. Beaucoup, des entraînements que je partage. Et puis j'expose un petit peu ma philosophie dedans. Donc je parle également de positive attitude, voilà, comment garder smile. Comment t'as toujours le sourire, toi. Bah la vie est belle, pourquoi faire la gueule? Est-ce que tu pourras avoir d'autres projets d'écriture dans le futur? Je sais pas. En fait, peut-être plus tard. Mais pas tout de suite, je pense, hein, parce que ça demande un peu de temps quand même déjà, il y a du taf. Hein. T'as tout écrit? Non, en fait, je voulais pas trop parler de... Enfin, je parle de moi, hein, je parle de moi, de mon vécu, de comment j'ai pu me motiver à travers mes aventures. Et donc, il y a un peu d'autobiographie, mais pas trop. Donc, si j'en refais un, ce sera plus tard, en espérant une vraie grande autobiographie. Choses, et si je suis encore sur Terre. Bon, on arrête de parler du futur, on va remonter un petit peu le temps.
Pour commencer, t'étais quel genre d'élève? Moi, voilà. J'étais pas mauvais élève, enfin je veux dire, c'était pas mauvais à l'école, mais j'étais tout le temps sur la ligne, chercher des activités, j'étais un peu, voilà, ailleurs. Ouais, je faisais pas des conneries, mais j'aimais bien rigoler. T'étais dissipé? Ouais, dissipé, très dissipé. Je dissipais pas les autres, hein. Bah, on était un ou deux, franchement, je me souviens, on regardait par la fenêtre pendant le cours d'espagnol. Il y en avait un qui passait, on disait tiens, regarde, il y a ton rep en bas et tout. Non, mais c'était. Il y a ton rep en bas. Ouais, c'était. Non, mais on était voilà, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse moins, j'étais moins concentré. Mais dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, par contre, alors là, je suis vraiment à fond Et qu'est-ce dedans, qui t'intéressait justement? Beaucoup les maths, j'étais Ouais. très à fond sur les maths. Tout ce qui est aussi le sport, forcément, sport, mais c'est surtout ouais, la musique, j'aimais beaucoup la musique. Et puis tout ce qui est artistique, tout ça, mais les maths, j'aimais beaucoup les maths. Et t'as grandi où? J'ai grandi dans le 94 au Kremlin-Bicêtre et j'y habite toujours. C'est vrai? Je suis né en T'as pas 1900 bougé? Toujours. Je suis né en 1982, bon, à Paris 13, mais juste à Pas très, l'hôpital. très Hein. loin, ouais. Et j'ai grandi au Kremlin-Bicêtre et j'y suis toujours. 9-4. Comment ça se fait? Parce que j'ai tous mes potes, toute ma famille là-bas, j'ai toutes mes racines, je connais tous les coins pour rouler vite et tout. Donc non, je suis très bien là et je ne vais pas partir de là, quoi. T'as gardé les mêmes amis d'enfance? Toujours les mêmes, ouais. Ceux qui étaient avec toi à l'école? À l'école, même en maternelle, même au lycée, j'ai toujours les mêmes potes. C'est énorme. C'est très rare quand même. C'est un endroit où ouais, j'ai toute ma famille aussi. J'ai mes sœurs qui habitent à côté. Elles aussi, elles sont. Ouais, elles sont à côté, à Ivry, pas loin. Mais c'est des endroits où t'as fait toute ton éducation, toute ton enfance là-bas. Donc c'est dur de se décrocher de là-bas. C'est difficile de se refaire de nouvelles amitiés parce que les autres ne comprendront pas l'humour que tu as. Enfin, c'est vraiment une affinité que je ne pourrais pas avoir ailleurs, quoi. Pourtant, toi, tu as été amené à rencontrer énormément de monde. Ouais. J'ai eu d'autres amis qui se sont formés, mais ma racine se fait vraiment là-bas. Ça veut dire aussi que c'est une enfance heureuse. Ouais, j'ai vraiment été heureux. Bon, j'étais un peu foufou, hein. Je faisais un peu de... Tu faisais des bêtises ou pas? Ah bah oui, ouais. Combien de fois je suis rentré chez moi avec des coupures ici, des dents cassées. Pas bagarré. Mais voilà, Ah, t'étais casse-cou. Casse-cou, très casse-cou. Et le sport m'a vraiment calmé. J'ai commencé le sport à 11 ans, 12 ans, et ça m'a un peu calmé. Mais avant, ouais, laisse tomber, ma mère, elle devenait dingue, quoi. Ah oui, j'étais tout le temps, je rentrais en sang et tout. Parce que voilà, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'était pas la tête dans le TikTok, tu vois, on n'était pas sur Instagram. Vous avez besoin de sortir dehors et d'être ensemble. On sortait, on traînait, dès qu'il y avait le marchand de glace, « Hé, maman, balance-moi 5 francs !» Donc on traînait dehors, quoi, tu vois, et c'est là que je me suis un petit peu formé dans la débrouillardise, dans le sport, tout ça. Je me suis fait dans la rue un petit peu. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Laurent Mestré, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. C'est l'heure de retrouver le Zap de School TV. Parce qu'en fait, Halloween, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça vient pas du tout des États-Unis. Alors oui, c'est là-bas qu'aujourd'hui on le fête le plus. Typiquement, à cette période de l'année, tous les Américains décorent leur maison, font des recettes à la citrouille, etc. Et pourtant, Halloween, ça nous vient des Celtes en Irlande et la tradition a plus de 2500 ans. Ça ne nous parle pas encore du navet, mais ça va venir. C'était la fête de Saint... Je ne sais pas comment on prononce, Samhain. Samin, bah oui. Le dieu de la mort. Absolument. Cette fête était célébrée le 31 octobre, donc, et selon leur calendrier, c'était le dernier jour de l'année, ça marquait le passage à l'hiver, et cette nuit-là, c'est le retour des esprits sur Terre, qui venaient rendre visite aux vivants, et les vivants, ils avaient peur forcément, donc pour se protéger, ils se déguisaient en monstres et en fantômes afin d'éloigner les esprits, et ils leur laissaient les gâteaux et des pommes en offrande, et aujourd'hui on se déguise et hop, on leur laisse des bonbons. Le lien avec le navet. Voilà, c'est là que les le plus navet. Fidèles Spectateurs de l'émission savent, parce qu'on en a un tout petit peu parlé avec Sandra Ferreira, notre nutritionniste. Je vais vous raconter. Alors en fait, un des esprits qui faisait peur aux vivants, c'est Jack, la légende de Jack. C'est un homme riche, avare, qui a tendance à boire un peu trop. Et un soir, le soir du 31 octobre, alors qu'il a bien bu, il rencontre le diable qui va essayer de lui prendre son âme. Classique. Voilà. Sauf que Jack, il est rusé, et 2 fois, il va réussir à tromper le diable. Et la deuxième fois, le deal qu'il va avoir avec le diable, c'est de ne jamais donner son âme, justement, au diable. Le diable accepte, sauf qu'à la mort de Jack, on refuse son entrée au paradis. Il frappe à la porte du diable qui dit non, mais je te laisse pas entrer, j'ai dit non, donc c'était non. Donc il va lui offrir une braise qui va le guider
Et pour protéger la flamme du vent, Jack va le placer dans un navet qu'il aura préalablement évidé. Tout à fait. Donc les Irlandais, pour reproduire la lanterne de Jack, plaçaient une bougie à l'intérieur du navet évidé. C'est quoi un papa moderne? Alors un père moderne, c'est un père qui n'aide pas sa femme à élever les enfants, mais c'est un père qui, avec sa femme, va élever ses enfants. Merci pour nous. Un père moderne, ce n'est pas l'assistant de la mère, c'est un père qui, comme la mère, prend sa part dans son rôle de parent. Alors le rôle de père a beaucoup évolué depuis les dernières décennies, mais les pères d'aujourd'hui veulent s'impliquer davantage. Les hommes souhaitent autant que les femmes s'investir pleinement dans leur parentalité, même si 62% d'entre eux se pensent moins doués que les mères. Quelles sont les difficultés auxquelles justement ces jeunes papas, ces papas d'un nouveau genre sont confrontés? Alors tout d'abord, il y a un manque de reconnaissance et de considération globale qui commence dès la grossesse, car l'homme ne connaît pas de transformation de son corps, sauf s'il prend autant de poids que la maman et qu'il fait donc une couvade. Mais bon, il entend souvent dire que ce n'est pas lui qui donne la vie, donc de nombreux professionnels de santé ne s'adressent pas aux papas pendant les rendez-vous. Ils renseignent uniquement les futures mamans sur l'alimentation, le développement du fœtus ou encore les exercices prénatals. Et ensuite, ça se passe par la durée du congé paternité qui est inférieure à celle de la maman. Congé paternité qui est entré en vigueur il y a tout juste 20 ans, seulement 20 ans? C'est ça. Alors depuis 1946, les nouveaux pères ne bénéficiaient que de 3 jours de congé à la naissance de leur enfant. Ensuite, le congé paternité a vu le jour, créé sous le gouvernement de Lionel Jospin par Ségolène Royal, ministre à l'époque déléguée à la famille. Le congé de paternité pour les nouveaux pères est entré en application le 1er janvier 2002, alors que le congé maternité a été instauré dès 1909. Alors à compter du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité a doublé, passant de 14 jours à 28 jours, dont 7 jours obligatoires. Mais les employeurs peuvent également mettre une certaine pression aux salariés pour que les papas retournent au travail plus tôt. Il est grand temps de changer le regard sur le rôle du papa. Oh oui, alors le rôle du père est décrit comme complémentaire à celui de la maman, comme s'il n'existait pas d'emblée et qu'il s'ajoute à celui de la mère, mais le père est aussi essentiel que la mère. Les stéréotypes jouent également un rôle important. On a longtemps catalogué les mères comme celles qui donnaient de la tendresse à leurs enfants et les pères comme ceux qui ne montrent pas leurs émotions et qui n'hésitent pas à hausser le ton quand ça ne va pas. Et si on regarde la littérature pour les nouveaux parents, elle s'adresse souvent aux mamans, ou alors si c'est pour les papas, les livres sont souvent traités par le biais humoristique ou avec un ton léger, alors que pour les futures mères, ils sont souvent précis, sérieux et scientifiques. Si on regarde également les espaces publics pour changer le bébé, eh bien, c'est souvent installé dans les toilettes des femmes. Même pour les explications, par exemple pour porter une écharpe de portage, eh bien, c'est expliqué généralement pour les femmes et non pour les hommes. C'est vrai que la table à manger dans les toilettes masculines, j'en ai très rarement vu. Élodie, justement, les associations comme les vôtres, c'est celles qui mettent les parents, les enfants et le personnel, justement, pédagogique à l'honneur quand on a des enfants qui ont aussi des troubles 10, c'est-à-dire dans toutes leurs dimensions. On ne s'arrête pas juste à la dyslexie avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que ce lieu qui existe au Havre, cette fabrique à projets, elle va permettre justement d'aller tester une pluralité de solutions. Oui, c'est ça. Nous, dans l'idée, on est vraiment à travailler au plus près des besoins, que ce soit des enfants ou des familles. En règle générale, comme je dis aux familles, on n'accompagne pas l'enfant sur un trouble spécifique, mais dans son entièreté et avec sa famille. On forme aussi les parents, on les sensibilise aux outils que les enfants et les outils de compensation qu'on met en place. On fait beaucoup de parentalité. Et dans l'idée, c'est que nous, nos jeunes et nos enfants, et on a même des jeunes adultes qu'on commence à avoir qui n'ont pas de diagnostic, c'est vraiment qu'ils trouvent vraiment tout ce qui est outils de compensation scolaire dans la vie de tous les jours, sensoriels, qui les apprivoisent et qui les exportent ailleurs. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Je n'ose imaginer le ZAP de fin d'année avec vous, cher Loïc. Je n'ose. J'ai hâte. Mais je pense que je ne suis pas allé aussi loin que ce que j'aurais pu. Donc les prochaines semaines, ça va être encore pire. C'est ce qui vous rend sympathique, j'adore. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous nous écrivez, on vous répond. Canal 247 sur les Freebox, cooltv.com évidemment pour nous regarder. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Kylian Soula. Au son, c'est Thibaut Gouril-Lafont. Au make-up, c'est Colline Hamel. Et toujours bien sûr Agathe Delannoy et Emma Guessel à la rédaction. Bonne soirée. Ciao.